Radio Okapi, le souffle du Congo. Bonsoir. Le processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC va reprendre dans les prochains jours, a annoncé samedi 8 octobre le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Tshibangu. Dans une interview exclusive à Radio Okapi, il a indiqué que ce processus des pourparlers, élevé au niveau des initiatives régionales, bénéficie d'un fonds spécial pour sa mise en œuvre tel que décidé par les chefs d'État lors du sommet ordinaire d'Arusha en Tanzanie. Et concernant la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se déploie déjà dans l'Est de la RDC, le mandataire spécial du chef de l'État a indiqué qu'elle ne va pas s'interposer entre les FRDC et les M23 pour créer une zone tampon. Rappelons que l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs avait recommandé il y a quelques mois à tous ces groupes armés à s'engager résolument dans le processus politique de dialogue de Nairobi facilité par le Kenya. Pendant ce temps, cela fait 4 mois que la cité de Bunagana est toujours entre les mains des rebelles du M23. Quelle lecture faire de l'évolution du processus de Nairobi pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC? Nous recevons un invité spécial, le mandataire du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangu, qui est avec nous dans ce studio pour répondre à vos nombreuses préoccupations. Professeur Serge Tshibangu, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir. Eric Kalemazé, le pacifisme juridico-politique ne ramènera pas la paix dans l'Est du pays. La paix doit s'imposer par la puissance militaire et les rapports des forces sur terrain. Kambale Mukosa André, dialoguer c'est bon, mais la sincérité du dialogue est plus importante. Nous avons déjà assisté à plusieurs dialogues pour la paix dans l'Est de la RDC, mais sans suite favorable, l'option militaire reste la meilleure. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. 13 juin 2022, 13 octobre 2022, cela fait 4 mois jour pour jour depuis que Bunagana et plusieurs autres localités des groupements de Djomba, Bweza et Kisigari sont occupés par les rebelles du M23. Côté gouvernement congolais, l'opération de reconquête de la zone tarde et pendant ces temps, les acteurs locaux déplorent la présence d'une administration rebelle fonctionnelle à Bunagana. Des détails avec vous, Bernard Danyangui. Selon plusieurs sources du groupement des Djomba, les rebelles du M23 et leurs alliés ont consolidé leur position militaire de Tchanzu, Runyoni, Bunagana et Kabindi. Sur le plan socio-économique, les échanges commerciaux se font via la frontière de Bunagana entre l'Ouganda et cette partie du territoire national contrôlée par des rebelles. Le marché de Bunagana, qui se tient tous les lundis, et celui de Tchenguerero tous les vendredis par exemple, accueille plusieurs camions de commerçants ougandais qui viennent vendre leurs produits manufacturés et s'approvisionner en produits vivriers. Nos sources précisent que le poste frontalier de Bunagana, côté congolais, fonctionne sous le contrôle des rebelles du M23, alors que du côté ougandais, les services d'immigration ougandais sont opérationnels pour coordonner ces mouvements de passage. Certains habitants venus des camps des réfugiés en Ouganda sont revenus dans la zone, les uns volontairement, les autres par la force. Dans une intervention sur RFI sur cette question il y a 2 jours, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Kenge, a affirmé que l'armée congolaise a déjà fixé les rebelles du M23 qui occupent Bunagana depuis 4 mois, en attendant la reprise des opérations pour le recouvrement intégral de cette partie du territoire de Rutshuru. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Merci Bernardin pour ce reportage. Professeur Serge Tchibangu, bonsoir. Oui, bonsoir madame. 4 mois jour pour jour, depuis que Bunagana et plusieurs autres localités du groupement Djomba, Bweza et Kisigari sont occupées par les rebelles du M23, le processus des Nairobi à l'arrêt, point d'interrogation, vous allez nous répondre dans cette émission. Que fait le gouvernement pour récupérer Bunagana des mains des rebelles du M23? Madame, je voudrais commencer par saluer les auditeurs de la radio Okapi et vous remercier de m'avoir convié à cette émission spéciale. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais nous exhorter tous à ne pas tomber dans des travers. Le processus de Nairobi ne concerne pas que le M23. Le processus de Nairobi couvre les groupes armés locaux ainsi que les groupes armés étrangers opérant sur la République démocratique du Congo. Y compris le M23. Y compris le M23. Alors le M23, puisque finalement, depuis la première rencontre que nous avions eue à Nairobi le 23 avril de cette année, avait repris les hostilités, il a été exclu du processus de Nairobi. Donc, et ce processus, souvenez-vous, c'est vrai que c'était un dialogue, mais en fait, ce sont des consultations, n'est-ce pas, que nous avions démarré pour pouvoir passer le message du chef de l'État, la main tendue du chef de l'État, exhortant donc les groupes armés à déposer les armes et rejoindre le processus de PDDRCS. Alors, puisque le M23, puisque nous parlons de lui, avait décidé de se retirer, s'auto-exclure, si on peut le dire ainsi, parce que... Pourtant, le porte-parole politique du M23 a dit que c'est vous, professeur Serge Tchibangu, qui avez exclu ces groupes du processus de Nairobi. Moi, j'appelle ça s'auto-exclure. Je ne veux pas faire du back-to-back avec un groupe terroriste, malheureusement. Mais, si vous voulez, les règles étaient établies dès le commencement. Nous avons commencé à 11h du matin, le 23 avril, à Nairobi, là où les règles qui étaient données à tous les groupes armés qui étaient représentés, il y en avait 23, c'était qu'ils devaient, passer le message dans leurs quartiers généraux respectifs, qu'il devait y avoir un cessez-le-feu, et 2, ils devaient arrêter les attaques sur les convois humanitaires. C'était les 2 conditions s'ils voulaient rester à la table des discussions. À 15h, nous avions reçu un message, donc venant de Kinshasa, confirmant que le M23 avait repris les hostilités. Et à cause de cela, puisque les règles étaient déjà établies, nous disons que eux-mêmes avaient décidé de s'exclure parce que ils ne voulaient pas se soumettre aux règles qui étaient établies de ce jour-là. Nous leur avions même exhorté. Si vous rentrez dans vos positions qu'il y avait à 11h, donc 4 heures avant, nous étions prêts à continuer à les accommoder, donc à les recevoir autour de la table. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et jusqu'à la fin de discussion, les hostilités continuaient. Et puis il y a eu le tour que nous avions fait à l'intérieur du pays, notamment à Goma, Beni, Bukavu et Bunia. C'était la même chose. Il n'y a pas que le M23. Il y a eu des groupes comme la Codeco, comme Zaïre au niveau de l'Ituri. Il y a Yakutumba, les Maïma Yakutumba, qui n'ont jamais rejoint le processus de Nairobi. Les chefs d'État, quand ils se sont réunis, suivant le communiqué du 21 avril 2022, ils avaient dit que les groupes armés locaux qui n'accepteraient pas de déposer les armes et rejoindre donc le processus de PDDRCS, automatiquement seraient transformés en forces négatives. Et ce qui était prévu par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est pour les forces négatives, c'était uniquement de les éradiquer. C'est donc dans ce contexte que nous sommes arrivés jusqu'à ce jour. Alors, et puis il y a les autres groupes armés qui eux se sont pliés jusqu'à ce jour. Depuis avril jusqu'à ce jour, je l'ai dit la fois passée sur ce plateau, il y a plusieurs groupes armés qui ont maintenu le cessez-le-feu, qui n'ont plus jamais attaqué les convois humanitaires et qui, en fait, sont bien qualifiés pour continuer dans le processus de Nairobi, notamment le processus des consultations. Ces consultations qui, comme j'ai dit, vont les préparer au PDDRCS. Et ces groupes sont regroupés quelque part dans un camp où ils sont dans leur quartier général. Je crois qu'il y a, pour le moment, c'est le PDDRCS qui peut répondre à ça, mais nous, ce que nous savons, c'est qu'à chaque fois que nous avions invité pour nous rencontrer, comme j'ai dit, dans les 4 villes, par exemple, y compris Nairobi, donc la 5e ville qui est Nairobi, généralement, les leaders de ces groupes venaient,
n'est-ce pas? Et nous les exhortions à se préparer, n'est-ce pas, à déposer les armes. Alors, c'est la partie désarmement, en fait, si j'ai bien compris votre question, qui est la grande question ici. Alors, nous avions prévu, puisque le PDDRCS était encore en train de se structurer, vous avez suivi il y a à peu près 2 mois, je crois, que le chef de l'État a nommé les coordonnateurs provinciaux du PDDRCS, mais entre-temps, avec l'appui de la MONUSCO, nous avions trouvé un plan de transition qui permettait à certains groupes armés de déposer les armes au niveau de la MONUSCO et les FARDC ensemble, et ensuite les garder pour quelques semaines pour la démobilisation. Ok? Je précise ici que nous ne faisons pas le travail du PDDRCS. D'accord? Le PDDRCS, en fait, nous préparons, si vous voulez, ces ex-combattants, si je peux le dire ainsi, à se disponibiliser pour le PDDRCS. Donc, il y a certains qui ont déposé les armes, effectivement, mais il y a encore d'autres qui ont maintenu le mot d'ordre qui leur était donné. Donc, c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Alors, pour ces groupes armés qui ont maintenu les mots d'ordre qui leur a été donné, ou ceux qui refusent d'être avec vous dans le processus des Nairobi, quel sort vous leur réservez? Alors, comme j'ai dit, ils tombent automatiquement dans la catégorie force négative, et les forces négatives, en fait, s'exposent à l'éradication que la force régionale fera ou conduira en même temps que les FARDC. Et ça, c'est important de préciser que la force régionale ne vient pas travailler ici en isolation. Ok? Elle n'est pas isolée, elle travaille avec les FARDC, n'est-ce pas? Et lesquels FARDC, soit dit en passant, continuent à être appuyés par la MONUSCO également. Donc, par corollaire, je crois que ces entités... Ça fait pas plusieurs forces sur le territoire congolais, sur le sol congolais? Non, je ne crois pas que ça fait plusieurs forces, parce que je crois que si les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ont jugé bon de pouvoir coordonner les efforts et en fait arriver à cette force régionale qui devrait éradiquer ces groupes armés, je pense que c'était et je continue à croire que c'était une bonne solution, parce que très souvent, il est important, c'est vrai, d'avoir des consultations politiques, n'est-ce pas? Mais aussi, il est important d'avoir la dissuasion et bien sûr la puissance de feu également. Vous avez annoncé la reprise dans les prochains jours du processus des Nairobi. Est-ce qu'on peut avoir une date exacte de la reprise des travaux? Je crois que vous serez informée, madame, sur la date exacte, mais comme vous le savez, je crois qu'on vous l'a informé, je reviens aujourd'hui même de Nairobi parce qu'il fallait se concerter avec celui qui a été désigné dernièrement le facilitateur, l'ancien président Uhuru Kenyatta, n'est-ce pas, ainsi que mon homologue qui est l'envoyé spécial de la partie kenyane, l'ambassadeur Macharia. Donc nous avons eu quelques séances de travail pour justement préparer une feuille de route qui doit être soumise d'abord au chef d'État de la région, y compris notre président, son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis après, la prochaine étape sera donc de pouvoir rencontrer les groupes armés, ok, qui font partie du processus, et leur passer le message concret sur le comment ou qu'est-ce qu'ils doivent faire finalement pour déposer les armes et se faire démobiliser. Le M23 sera rappelé à la table des discussions. Si le M23 reprend ses positions qu'ils avaient, comme j'ai dit, le 23 avril à 11h du matin, et en plus, ils maintiennent... C'est-à-dire s'ils quittent Bunagana? S'ils quittent les localités qu'ils ont occupées, ok. Et soit dit en passant, le M23 et M23, mais n'oubliez pas que le M23, aujourd'hui, est soutenu par un pays voisin, notamment le Rwanda, qui agresse notre territoire, l'intégrité de notre territoire. Donc, s'ils décident de se retirer, et aussi, bien sûr, de maintenir le cessez-le-feu, pourquoi pas? Le M23 aujourd'hui demande des discussions directes avec le gouvernement congolais parce que ils estiment que ils sont les premiers concernés dans ce conflit, dans cette question d'insécurité dans l'est de la RDC et non le pays comme les Rwanda, l'Ouganda avec qui la RDC voudrait avoir des pourparlers. Madame, deux choses. Premièrement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, donc je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Mais deuxième chose, je n'aimerais pas que cette émission soit taillée autour du M23.
n'est-ce pas? Pour moi, je représente tout le processus de Nairobi avec tous ces groupes armés et les leaders de communauté. Mais la grande question aujourd'hui, c'est Bunagana, 4 mois aux mains des rebelles, M23. La population se pose beaucoup de questions, professeur Serge Chibangu. Moi, en tant que facilitateur au niveau du processus de Nairobi, ce que je peux dire par rapport à Bunagana, c'est que le M23, soutenu par le Rwanda, qui déstabilise nos populations en les envoyant dans des forêts, certains en exil et certaines atrocités qu'ils sont en train de commettre, pour moi, le M23, qui est d'ailleurs qualifié par notre gouvernement de groupe terroriste, s'est déjà exposé à la force régionale qui, elle, est en train de se déployer. Et je pense que très bientôt, comme le chef de l'État l'a annoncé, je crois que le M23 s'expose à la puissance de feu de la force régionale et des FARDC. Donc, il n'y aura pas de négociation avec le M23. Il n'y a pas de négociation avec le M23. Alors, l'envoyé spécial, il y a quelque temps, de l'ONU pour la région des Grands Lacs avait recommandé à tous les groupes armés à s'engager résolument dans le processus politique des dialogues de Nairobi, facilité par le Kenya. Et selon lui, l'éradication des groupes armés dans l'est de la RDC nécessite une approche globale. L'option militaire seule ne suffira pas pour restaurer une paix durable dans cette région. Qu'est-ce que vous en pensez? La vérité, madame, je crois que c'est pour ça que le processus de Nairobi comprend et l'option politique et l'option militaire, n'est-ce pas? Ça veut dire l'option politique est la priorité. Politique, généralement, c'est lié à la diplomatie, ok? Elle est la priorité. Mais là où nous avons ces groupes armés qui demeurent réfractaires et qui ne veulent pas rejoindre ce processus, la force militaire reste la solution. Maintenant, la force militaire, quand elle a fini de se déployer et quand elle a fini ses opérations, reposez-moi la question, dans peut-être les prochains 3-4 mois, nous ferons une évaluation pour savoir s'il y a plus que la guerre. Mais généralement, je pense que avant d'arriver à la guerre, nous vidons d'abord la partie politique et s'il n'y a vraiment pas d'autre recours, c'est là que nous pouvons passer aux opérations militaires. La force régionale a déjà commencé à se déployer en RDC. Professeur Serge Chibangu, ça c'est quoi la suite des étapes? Qu'est-ce qui va arriver après? On a les Kenyans sur le sol congolais, le Burundi est là, les Ougandais sont là. C'est quoi la suite après ces déploiements? Les Ougandais d'ailleurs, ils combattent déjà aux côtés des FARDC. Oui. Les Kenyans, ils sont là. Vous nous avez dit ici c'est pour éradiquer les groupes armés. Il commence quand le travail? Disons que les opérations militaires se planifient, madame, ok, surtout dans un terrain complexe comme celui de l'est du pays, n'est-ce pas? Les Burundais se sont déployés au sud Kivu, n'est-ce pas? Et ce que vous avez vu qui circule dans les réseaux sociaux, qui disent que les Kenyans se sont déployés, en réalité, ce ne sont pas les Kenyans qui sont déployés, mais c'est plutôt le contenu du quartier général de la force régionale qui s'est déployé, notamment le matériel, les équipements destinés au quartier général qui est, lui, basé à Goma. D'accord? Mais c'est vrai que le commandant de la force régionale étant kenyan, nous avons quand même ses adjoints, qui sont congolais et burundais, n'est-ce pas? Donc, ces opérations seront planifiées de commun accord, ou sont en train d'être planifiées de commun accord avec les FARDC, ça je précise toujours, pour pouvoir finalement démarrer donc les opérations. Du côté du Burundi qui s'est déjà déployé sur terrain, donc au niveau du Sud Kivu, je pense que les opérations ont déjà commencé avec nos vaillants soldats des FARDC. Si vous faites une petite statistique, vous vous rendrez compte que ces endroits là où ces opérations se passent, finalement, nous déplorons moins d'atrocités comme avant. Et deuxièmement, nous notons notamment que certains villageois qui avaient fui dans la forêt sont déjà en train de reprendre possession de leur village. Donc, c'est quelque part quelque chose de positif. Troisièmement, pour revenir même encore au processus politique lui-même, comme j'ai dit, le maintien du cessez-le-feu a permis à plusieurs villageois de rentrer dans leur village, plusieurs populations qui étaient déplacées, qui avaient fui dans les forêts, qui sont pour le moment rentrées, mais je crois qu'après ça, il faudra quand même faire un suivi, n'est-ce pas? Et je crois qu'il existe des mécanismes comme le PDDRCS, comme les autres organismes humanitaires, ils ont des mécanismes qui permettent d'absorber ceux qui reviennent dans leur village et localités. Mais ce ne sont pas les échos que nous recevons de toutes ces localités en proie à l'insécurité, professeur Serge Chibangu. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez? Les atrocités se poursuivent, les tueries continuent, les massacres des populations.
ça continue. Pour le moment, je mentionne uniquement les groupes armés qui ont maintenu le cessez-le-feu, n'est-ce pas? Je vous ai cité 4 groupes armés qui ne font pas partie du processus de Nairobi, dans leur localité, sous leur contrôle. Bien sûr, c'est là qu'on note notamment des atrocités et le reste. Mais je vous mets au défi que ceux-là qui font partie donc du processus de Nairobi ont maintenu ce cessez-le-feu, et je crois que les villageois, vous êtes partout, de toute façon, vous, la Radio Kapi, essayez de vérifier et vous verrez si ce que je dis s'éloigne de la vérité. Le Burundi, le Kenya, l'Ouganda sont sur le territoire congolais. Est-ce qu'il y a d'autres forces qui vont arriver? Bon, disons, eux tous qui se déploient, n'est-ce pas, que ce soit le Burundi, le Kenya et l'Ouganda, ils se déploient sous le drapeau de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc c'est une seule force. Ce ne sont pas des forces différentes. C'est cette force qui est bien sûr constituée de troupes différentes, mais ils répondent à un seul commandement, n'est-ce pas, qui lui, dans le quartier général, se trouve à Goma. Okay. Donc, il y a par exemple le Soudan du Sud qui fait aussi partie de la force régionale, n'est-ce pas? Qui va arriver aussi. Okay. Donc, ça fait quand même ces 4 pays dont on est sûr, n'est-ce pas, dont il était confirmé qu'ils allaient déployer chacun peut-être un bataillon ou une compagnie, dépendant de ce que chacun avait prononcé en avril. Alors, en retour, la RDC doit quoi à tous ces États qui s'engagent à venir combattre les groupes armés sur son territoire? Non, disons que la RDC leur doit quand même un peu de gratitude, ok, parce que c'est des pays quand même qui envoient leurs fils et leurs filles, n'est-ce pas, venir nous aider à pouvoir combattre ces groupes armés. Je parle des locaux réfractaires, n'est-ce pas, mais aussi ces groupes armés qui sont les groupes armés étrangers, donc qui opèrent sur le territoire congolais. Ce n'est pas que le gouvernement congolais les a invités, n'est-ce pas? Et soit dit en passant, et les groupes armés locaux et ces groupes armés étrangers qui opèrent sur notre territoire, ce n'est pas non plus le pouvoir du président Tshisekedi qui les a créés, n'est-ce pas? Nous les avons trouvés, et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, après 18 ans, 19 ans d'opération, c'est de pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo essaie de trouver une solution durable, une solution qui soulagera les populations pour les années à venir. Alors, on va ouvrir notre standard pour prendre les différentes réactions, les différentes questions des auditeurs qui sont très nombreux à avoir réagi sur notre page Facebook et même à l'adresse dialogueentrecongolais.net. Est-ce que le standard est ouvert? On va se rendre à Mbandaka, professeur Serge Tshibangou, pour écouter cet auditeur. Maître Edmond Bokolo depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. La sagesse et le pragmatisme du président de la République démontrent sa ferme volonté de rétablir la paix dans la partie est du pays. Néanmoins, il est estimé que la plupart des négociations envisagées à l'extérieur du pays ne produisent pas un résultat escompté. Aussi, le président de la République devrait d'abord chercher à réunir les compatriotes congolais afin de déceler réellement s'il existe des Congolais parmi les rebelles 1-23 et voir comment les approcher pour éradiquer cette insécurité. Le problème de l'insécurité au pays n'a rien à voir avec l'extérieur, car même à Kwamutu ou à l'est du pays, ce sont des Congolais qui sont instigateurs et qui veulent la déstabilisation des institutions du pays afin d'accéder au pouvoir. Ne voulant pas la mort atroce de nos frères et sœurs de l'est du pays, nous nous rangeons derrière le président de la République afin que la paix soit rétablie dans la partie est du pays. Professeur. Je salue l'intervention donc de Maître Edmond de Mbandaka, et effectivement, je crois que il a peut-être dit en d'autres mots ce qui constitue même le processus de Nairobi, n'est-ce pas? C'est que c'est vrai, il y a un temps pour les consultations, pour discuter avec ceux-là qui avaient décidé à un moment ou pour une raison ou pour une autre de prendre les armes. Mais il y a aussi un moment où ça devrait s'arrêter et voir comment se regarder en face, se dire, OK, si vous pensez que vous pouvez continuer à défier tous les gouvernements qui se sont succédés, eh ben, cette fois-là, préparez-vous plutôt à réagir à la force de feu que quand même la force régionale. Donc, je pense plutôt, pour moi, que c'est un commentaire positif qui résume un peu tout ce qui est le processus de Nairobi, qui, faut-il le rappeler, comprend et la partie politique, dans les consultations, les discussions avec ceux-là qui avaient décidé de prendre les armes, notamment les Congolais surtout, mais aussi la partie militaire qui, elle,
après avoir donné une chance aux Congolais d'abord de déposer les armes pacifiquement, s'ils ne le font pas donc, ils sont des forces négatives. Mais aussi, n'oubliez pas que les forces étrangères qui opèrent sur notre territoire ne font pas partie du processus politique. Pour eux, il était clair depuis le début qu'ils devaient déposer les armes, sinon c'est la force régionale qui va justement s'attaquer à eux. Dans les consultations ici ne concernent que les groupes armés locaux et non les groupes armés étrangers qui opèrent sur le sol congolais. Alors plusieurs initiatives sont sur la table pour trouver une solution négociée entre les autorités congolaises et les groupes armés qui opèrent dans la partie est de la RDC. On a notamment le processus de Nairobi qui est là pour ça, mais il y a aussi cette rencontre qui a eu entre le président Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Emmanuel Macron à New York. Oui. C'est quoi la suite après cette rencontre? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a une suite? Madame, je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Les discussions, les consultations que nous avons avec les groupes armés ne sont pas des négociations. Ça veut dire, les groupes armés, et ils ont été tenus au courant depuis le début, que quand ils viennent à la table de ces consultations, ils n'emmènent pas de conditions. N'est-ce pas? Négociation veut dire, voilà, vous avez des conditions, nous on a des conditions, et on voit comment est-ce qu'on peut balancer et tout ça. Ce n'est pas le cas. C'est pas ce qui se passe? Ce n'est pas ce qui se passe. Ils ne donnent pas leurs conditions, ces groupes armés, ils acceptent tout ce que le gouvernement propose. Ils essayent parfois de donner des conditions, mais nous leur rappelons que nous n'étions pas là pour recevoir des conditions au dépôt des armes et surtout à la préparation au PDDRCS. Donc ce ne sont pas des négociations et ça ne sera jamais des négociations, n'est-ce pas? Je répète que au lieu de commencer par la force pour donc les éradiquer, c'est son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi qui avait dit, ok, ce sont nos compatriotes qui avaient décidé de prendre les armes, non pas pour combattre le gouvernement actuel, n'est-ce pas, ou le régime actuel, mais on a hérité de cela. Alors, ils avaient peut-être toutes les raisons pour prendre les armes, mais alors donnons-leur une occasion de pouvoir déposer ces armes parce que les choses ont changé. Le régime a changé, le gouvernement n'est plus le même, les raisons ne sont plus les mêmes, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que nous ne les écoutons pas. Okay? Par exemple, et ça je crois que il faut qu'on soit honnête intellectuellement, c'est que il est arrivé, nous étions par exemple en Ituri, il y a certains groupes armés qui nous disaient que eux s'identifiaient comme des groupes d'autodéfense de leur communauté. Là où ils disaient, nous sommes prêts à déposer les armes aujourd'hui, mais si nous déposons les armes, il n'y a ni FARDC, ni police, ni même MONUSCO dans notre contrée. Nous nous ferons massacrer. Ça, ce sont des raisons valables. Ce ne sont pas des conditions, mais c'est un appel à notre responsabilité, à nous, les gouvernants, de se dire, tiens, mais c'est vrai qu'il faudra déployer nos forces de sécurité ou nos forces de défense dans des endroits qui sont pratiquement presque incontrôlables. Ça, ce ne sont pas des conditions. Ça, ce sont des choses qui nous ont permis, après les avoir écoutés, de nous rendre compte que, quelque part, il fallait rectifier le tir de notre côté. N'est-ce pas? L'initiative du président Macron, n'est-ce pas, c'était notamment une discussion qui a eu à huis clos entre le président Macron, le président Kagame et le président Félix Tshisekedi. Alors, ce qui a été discuté là, je crois que vous avez le communiqué qui a sanctionné ces discussions, c'est que je crois que ils ont pris des engagements pour pouvoir travailler ensemble et ramener, si pas imposer la paix au niveau de l'Est du pays. C'est la seule chose que je peux dire parce que je risque de commenter sur des choses que je ne connais pas, parce que je n'ai pas fait partie de. Depuis cette rencontre, il n'y a plus eu des suites, ni des communiqués, ni des rencontres. Disons qu'il y a eu quand même des appels téléphoniques qui se sont passés, n'est-ce pas, et qui continuent d'ailleurs à se passer. Et je crois que ça permet justement de faire le suivi de ce que les trois chefs d'État ont discuté à huis clos. Après Mbandaka, on va se rendre à Bukavu, au Sud Kivu, pour écouter cet autre auditeur. C'est Patrice Mundera Koulimouchi, je vous appelle depuis la ville de Bukavu au Sud Kivu. La guerre se passe en RDC. Pourquoi le processus de négociation se passe en dehors de la RDC, là où il n'y a pas de guerre? Pourquoi ces assises ne devraient pas avoir lieu dans des zones de conflit afin de donner l'occasion à tous les groupes armés à prendre part à ces assises pour pouvoir exprimer leurs besoins? Réponse à ces questions de Patrice Mundera qui nous écrit depuis Bukavu. On va corriger, ce ne sont pas des négociations, mais... Merci, madame. Voilà. Okay. Des discussions. Alors, vous répondez à ces préoccupations de Mundera? Je ne sais pas si c'est à partir de quand M. Patrice Mundera s'est intéressé au processus de Nairobi. Parce que s'il s'est intéressé depuis le mois d'avril, c'est vrai que la première rencontre pour lancer même ces consultations se sont passées à Nairobi.
Mais puis après, à Nairobi, il n'y a eu que 23 groupes armés qui sont venus, n'est-ce pas? Et après, il y a eu quand même le tour que le groupe de la facilitation a opéré à l'intérieur du pays, y compris à Bukavu, là où se trouve M. Patrice, n'est-ce pas? Nous avons rencontré ces groupes armés pendant 2 ou 3 jours au niveau de Bukavu. Nous avons fait la même chose à Beni. Nous avons fait la même chose, à Goma et puis à Bunia. La différence avec Nairobi, la rencontre de Nairobi, c'est que à Nairobi, il n'y avait que les leaders des groupes armés. Et à l'intérieur du pays, il y avait plutôt et les groupes armés et les leaders de communautés. Et ça, c'était déjà un changement, n'est-ce pas? Et nous pensons que Nairobi 3, sûrement, on va l'étendre notamment aux représentants des victimes de ces groupes armés, parce qu'après tout, ces groupes armés ne sont pas forcément des groupes, comme ils le disent tous, d'autodéfense, consorts, mais ils font souffrir leur propre communauté également, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous ne parlons jamais de négociation, nous parlons plutôt de déposer les armes et de rentrer dans le processus de démobilisation et de réinsertion communautaire, s'il vous plaît. On va prendre aussi cet autre auditeur qui nous appelle depuis Aru, dans la province des Lituri. Sonny Benjamin, depuis Arura à Darou. Je ne suis pas content de l'intervention des forces armées étrangères sur le sol congolais. En effet, elles viennent avec une visée, piller abusivement nos ressources minières. L'armée ougandaise était là. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? La paix au Congo demande seulement le changement de mentalité chez ces Congolais qui sont en train de politiser la sécurité à l'Est. Professeur. Je pense que c'est un commentaire d'un compatriote, n'est-ce pas? Le changement de mentalité est tout un processus. Si nous devons attendre pendant 5 années ou 10 années que les mentalités changent, je pense que ces populations qu'il prétend représenter à travers votre micro n'existeraient plus jamais, d'accord? Nous devons réinstaurer la paix, nous devons imposer la paix s'il le faut, et je pense que c'est ça, ce processus dans lequel nous sommes. Il n'est pas les seuls à penser que l'intervention des forces étrangères ne vont pas ramener la paix sur les territoires congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui pensent comme lui, professeur. Est-ce qu'il y a une solution alternative par rapport à cela? Je répète encore une fois, aujourd'hui, la solution militaire dont nous parlons avec la force régionale, encore une fois, ne vient qu'en appui au processus politique, ne vient qu'on appuie aux consultations qui ont été faites. Mais comme vous le savez, nous avons affaire ici à des compatriotes, je parle de ces leaders des groupes armés qui, pendant des années, ont survécu avec leurs moyens, notamment la Kalachnikov. À un certain moment, il faudra quand même trouver les voies et moyens, que ce soit à travers les FARDC et ces forces qui nous appuient, n'est-ce pas, pour pouvoir répondre à cette Kalachnikov qui sont en train de brandir. Et encore une fois, je précise, ces forces étrangères ne viennent pas travailler en isolation. Ils travaillent avec les FARDC. Mais on met beaucoup plus en avant ces forces étrangères qui viennent travailler sur le sol congolais. Beaucoup de gens se posent la question, finalement, c'est quoi le rôle des FARDC? Pourquoi ne pas donner plus de moyens aux FARDC pour mettre fin à ce problème? Est-ce que, avec le changement qu'il y a eu à la tête de l'armée, on pourrait s'attendre à un changement, à quelque chose de positif? Je crois que oui, parce que le commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, s'il a jugé bon de pouvoir restructurer notamment une partie des FARDC, je pense que c'est parce qu'il a des raisons. Il ne m'appartient pas bien sûr de juger une action du chef de l'État, si ce n'est de l'appuyer à 100%. Alors, je ne sais pas qui ressort plus la force régionale par rapport au FARDC, parce que pour que cette force régionale fonctionne, vous avez sûrement suivi, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, il y a eu les signatures qui ont été faites, ce qu'on appelle le SOFA, Status of the Force Agreement, c'est-à-dire c'est un accord signé entre la communauté d'Afrique de l'Est, représentée par son secrétaire général, et le gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Et faisant suite à cela, il y a eu une signature de ce qu'on appelle Rules of Engagement, des règles d'engagement, qui étaient signées par le chef d'état-major général des FARDC et le force commander de la force régionale. Donc, ce qui montre vraiment depuis le début que même administrativement, la force régionale travaille de commun accord avec les FARDC. Alors, en parlant des règles d'engagement,
Qu'est-ce que ça dit des manières, globales? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces règles d'engagement? Dans les règles d'engagement, c'est vraiment le standard que vous connaissez, qu'une armée ou des armées peuvent appliquer. Ça dit par exemple, je prends un exemple comme ça, s'il y a par exemple un blessé, comment est-ce qu'on fait, si c'est un FARDC ou bien c'est quelqu'un d'une troupe étrangère, comment est-ce qu'on fait pour l'évacuer? Est-ce qu'il se fait soigner sur le sol congolais? Est-ce qu'il se fait soigner ailleurs? S'il y a par exemple des bavures, n'est-ce pas, militaires, si c'est une force, un membre d'une force étrangère qui l'a commis sur le sol congolais, est-ce que il sera jugé sur le sol congolais ou encore il sera jugé ailleurs? Les règles d'engagement, c'est se rassurer qu'on protège les civils, qu'on n'engage pas n'importe comment une puissance de feu dans un endroit mélangé de civils, comparativement à la forêt par exemple. Donc c'est ça en fait les règles d'engagement que les militaires connaissent très bien de toute façon. Alors vous êtes mandataire du chef de l'État, professeur Serge Tshibangou, c'est vous qui êtes au four et au moulin à Nairobi. Dans ce processus, vous y croyez? Bien sûr, madame, j'y crois totalement parce que, comme j'ai dit encore une fois, rien qu'à voir ce qui a été fait depuis avril, le maintien du cessez-le-feu, ainsi que les populations quand même qui arrivent à respirer après 18 à 20 années même de souffrance, je pense que ça vaut vraiment la peine d'y croire et d'ailleurs de pousser jusqu'à sa finalisation. Il y a un autre auditeur qui nous appelle de Kinshasa, on va l'écouter. Junior Bompongo à partir de la ville province de Kinshasa. Étant donné que les contingents kenyans n'attaqueront plus les positions du M23, cela signifie en quelque sorte que le déploiement de la force des États de l'Afrique de l'Est ne laisse au président Tshisekedi qu'une seule option, celle d'ouvrir des pourparlers avec les rebelles du M23, conformément au processus de paix de Nairobi. À cet effet, c'est le moment d'aplanir les zones d'ombre avec les partis en conflit, plutôt que d'attendre en plein pourparlers pour choisir qui peut prendre place à ces processus de paix, vu que les Congolais sont vraiment impatients pour finir avec les rebelles du M23. Professeur, alors, processus de Nairobi, mais les gens ils sont plus focus sur les M23. Oui. Monsieur Junior Bompongo, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire cette affirmation que la force régionale ne s'attaquera plus au M23 et consorts. J'ai vu ce qui a circulé dans les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. Ce qui a circulé, soi-disant qu'il y a le chef d'état-major général des forces armées kenyanes aurait déclaré qu'on va s'interposer entre le M23 et les FARDC, on créerait une zone tampon. Mais c'est du faux sur toute la ligne, madame. Celui qui a parlé n'est même pas le chef d'état-major général des forces kenyanes. 2, celui qui... Mais il est dans l'armée kenyane? Non, il est retraité de l'armée kenyane, ça fait des années. Et d'ailleurs, ses paroles ou ses textes qui lui ont été attribués sont faux. Il n'a jamais rien écrit, il n'a jamais rien déclaré. Deuxièmement, ce monsieur, que je respecte beaucoup bien sûr, en tant que vivant, ce monsieur n'est même pas le commandant de la force régionale. Alors, comment est-ce qu'on peut lui attribuer des textes ou des mots pendant qu'il n'est ni commandant de la force régionale, ni chef d'état-major général des forces kenyanes? Ok? Alors, ne me demandez pas, madame, de passer votre temps, le temps de vos auditeurs, à commencer à commenter sur des histoires fomentées par les réseaux sociaux. Mais c'est important d'en parler, d'éclairer les auditeurs qui nous suivent pour mettre fin à toutes ces rumeurs qui voilà, je viens de le dire. Celui qui est présenté comme à qui on a attribué ces soi-disant mots, ces soi-disant déclarations, ça fait donc c'est depuis 2016, ça fait près de 6 ans qu'il a pris sa retraite de l'armée kenyane. N'est-ce pas? Et donc, s'il parlait, si c'est vrai que c'était lui, ce qui est totalement faux, parce que nous avons vérifié auprès des autorités kenyanes, qui, elles, ont vérifié auprès de la personne, il n'a jamais rien déclaré. Je vais vous dire, madame, et ça va vraiment vous étonner, si nous n'étions pas à la radio, c'était la télévision, je pouvais vous le présenter. Ce texte qui est attribué à ce monsieur, je vais vous dire que il y a 2 sites web, ok, qui ont publié cela, et ces sites web ont comme extension .rw comme Rwanda. Et ces déclarations ont été faites en Kinyarwanda et les gens l'ont traduite en français et consort. Donc ça vous dit tout.
Ça vous dit qu'il y a des labos qui viennent de ce pays que je viens de citer pour déstabiliser que ce soit l'opinion publique, que ce soit même les forces, mais ils n'y réussiront pas. Ça, je peux vous le garantir. Je répète ce que j'ai dit depuis le début de cette émission, madame. La force régionale est arrivée pour éradiquer les forces négatives, dont le M23 fait partie aujourd'hui. Okay? Non seulement il est force négative, il est force terroriste également. C'est-à-dire qu'ils vont prendre part au combat, ils vont utiliser la force. C'est exactement ce que je suis en train de dire, madame. Prenons ce dernier auditeur qui nous appelle de Béni, dans la province du Nord Kivu. Maître Fabrice Sambile depuis la ville de Béni, Nord Kivu. À mon avis, il n'y aura pas d'issue favorable pour ce processus parce qu'il a été mal engagé dès le départ. Et les acteurs ne sont malheureusement pas ceux qui sont concernés en premier plan, mais plutôt des imposteurs. La question du processus de Nairobi avec les terroristes du 23 n'a jamais été ratifiée par le Parlement en RDC, et ce qui ira par conséquent caduque. À mon avis, je pense qu'il faut combattre le fait par le fait, car ça fait très longtemps que les Rwandais nous mènent la vie dure. La RDC doit prendre ses responsabilités entre ses mains et défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. À l'heure actuelle, le seul langage que les groupes armés opérés à l'Est peuvent comprendre est celui de rehausser la puissance des faits de nos forces armées en les combattant à partir de leurs lignes arrière. Il leur sera coupé la possibilité de repli d'où ils sont venus. Commentaire. Alors, je crois que notre compatriote est peut-être un expert militaire. Alors, s'il faut couper par derrière, ce n'est pas à moi de commenter cela, mais ce que je suis en train de dire ici, je m'inscris en faux que le processus de Nairobi n'a pas produit les fruits, n'est-ce pas? Sauf, encore une fois, si on veut réduire le processus de Nairobi au M23 ou au ADF comme groupe terroriste et consorts. Mais puisque nous avons hérité de plusieurs autres groupes armés qui, eux, ont maintenu cette discipline de cessez-le-feu, le processus de Nairobi est en train de faire son bonhomme de chemin, il est en train d'avancer. Aujourd'hui, les convois humanitaires peuvent atteindre des endroits qu'ils n'ont pu atteindre pendant plus de 5 ans, n'est-ce pas, abandonnant leur triste sort des villageois, des communautés et consorts, n'est-ce pas? Alors, maintenant, si la force régionale va apporter un résultat ou pas, la force régionale et les FARDC sont ensemble, n'est-ce pas? Ils vont travailler ensemble pour pouvoir éradiquer ces groupes armés. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, attendons voir les mois à venir quand les opérations ont commencé et nous verrons les résultats sur terrain. Vous avez dit tout à l'heure, professeur Serge Tchibangu, la force régionale est en RDC pour combattre les groupes armés locaux. Et qu'en est-il des groupes armés étrangers? Oui, je parle des groupes armés locaux réfractaires, n'est-ce pas? Ceux-là qui n'ont pas souscrit au processus politique du processus de Nairobi. Et pour les groupes armés étrangers qui opèrent sur le territoire de la RDC, il n'est pas question de discuter avec eux. Pour eux, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avaient décidé qu'ils doivent déposer les armes et rentrer chez eux, sinon la force régionale les combattrait aussi. Donc la force régionale est là non seulement pour les groupes armés réfractaires, mais aussi pour les groupes armés étrangers. Tout à fait. Alors, une dernière question avant de nous séparer, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Lors du sommet des dirigeants du G7 en Allemagne, le président Biden a annoncé que les États-Unis allaient étendre l'initiative Feed the Future. C'est cette initiative du gouvernement américain qui vise à lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire dans le monde. La RDC est concernée par cette initiative américaine. Comment pensez-vous que cette initiative peut permettre d'absorber les groupes armés volontaires à la démobilisation? Bon, disons que, comme vous savez, d'abord, et ça, nous remercions le gouvernement américain d'avoir sélectionné la RDC en tête de la liste d'ailleurs sur les 8 pays africains qui ont été qualifiés pour bénéficier de ce financement, donc de l'initiative Feed the Future. Ça nous permettra en fait de pouvoir soutenir les travaux intensifs en agriculture. Et comme vous le savez, l'agriculture reste quand même ce secteur qui absorbe le plus de main-d'œuvre, le plus de plus d'emplois, n'est-ce pas, qu'ils offrent à nos communautés. Alors, une précision tout de même, madame, c'est que si le gouvernement a réussi à qualifier la RDC pour cette initiative de Feed the Future,
c'est d'abord pour les communautés qui n'ont pas touché aux armes. Donc on ne fait pas pour les ex-combattants, pour les combattants ou les ex-combattants. D'accord ? C'est les communautés qui ont faim, les communautés qui ont besoin d'un appui financier, un appui en ressources pour pouvoir relancer donc l'agriculture, combattre l'insécurité alimentaire. Mais maintenant, des ex-combattants qui, eux, après être passés par le processus de PDDRCS, pourront solliciter justement de rejoindre notamment ces projets communautaires à travers notamment cette initiative qui est gérée, soit dit en passant, par le gouvernement américain à travers l'USAID et le gouvernement congolais. Donc, ce n'est pas un bonus qu'on donne aux ex-combattants, c'est plutôt aux communautés qui ont d'ailleurs été victimes de ces ex-combattants pour pouvoir les aider à relancer l'agriculture. Mais ça peut aider ces ex-combattants à s'occuper, à ne rien faire, au risque de reprendre les armes. En fait, madame, il n'y a pas une connexion directe entre déposer les armes, sous l'appel que nous faisons, et entrer dans l'agriculture. N'oubliez pas qu'il y a une transition, c'est le PDDRCS. Il y a une démobilisation, il y a une réinsertion communautaire à travers justement ces projets communautaires. Donc ce n'est pas à nous de décider. Je crois que le PDDRCS est vraiment compétent pour cela. Ils savent qu'ils sont qualifiés pour des projets communautaires, donc pour se faire réintégrer. Mais aussi, n'oublions pas que il y a quand même la justice militaire également, la justice transitionnelle dont on est en train de parler dans le cadre du processus de Nairobi. Ce n'est pas non plus tout le monde qui d'office sont qualifiés pour se faire démobiliser. Il y a d'autres, à cause des atrocités qu'ils ont commises, à cause qu'ils sont des auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes contre nos propres communautés, ils doivent quand même répondre devant la justice, madame. Je crois que ça, c'est quelque chose de nouveau que le processus de Nairobi amène. C'est vrai qu'il aide quand même à préparer ces ex-combattants, mais ils le mettent aussi sous leur responsabilité, face à leur responsabilité, qu'ils doivent savoir qu'il y a aussi une justice qui va les juger pour ceux-là qui ont commis des crimes graves. Rétablir la sécurité dans la partie orientale de la RDC, il y a eu plusieurs rencontres, notamment la rencontre de Luanda, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que je suis sous votre studio, nous avons un général angolais qui a été désigné par la CIRGL, qui est arrivé, qui est en train d'accompagner le ministre des Affaires étrangères angolais. Ils sont à Kinshasa aujourd'hui pour pouvoir s'entretenir avec les autorités congolaises et déployer le général et son équipe au niveau de l'est du pays, parce que eux vont fonctionner surtout dans le cadre du mécanisme de vérification conjoint, n'est-ce pas, qui comprend pratiquement 12 pays et 12 entités, parce que c'est pour régler le genre de problèmes comme les accusations que tel pays a contre notre pays au niveau des frontières et tout ça. Donc ça veut dire le processus est en train d'avancer. Le processus était là pour pouvoir utiliser les mécanismes existants, n'est-ce pas, qui permettront donc de pouvoir préparer le terrain au processus de Nairobi. Dans le processus est là, le processus de Luanda est là également. Mais l'exécution des résolutions issues de la dernière réunion de Luanda tarde à être appliquée. C'est un problème sérieux quand même, on est en RDC, l'application des résolutions. Bon, je crois que le fait que j'ai parlé de ce général angolais, ça faisait partie des résolutions qui étaient prises, n'est-ce pas? Et de notre côté, il était prévu qu'il y ait un officier de liaison, un officier supérieur bien sûr de liaison, n'est-ce pas? Et cet officier a déjà été désigné, ok? Sinon, cette équipe ne viendrait pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, une des résolutions qui avait été prise, c'est justement de prendre en considération les résultats de ce mécanisme de vérification. Vous avez appris il y a quelques mois qu'il y avait les 2 prisonniers de guerre rwandais qui étaient détenus au niveau de la RDC, mais c'est ce mécanisme qui a fait le travail parce qu'ils devaient poser des questions à ces prisonniers. Ils ont posé des questions et les réponses confirmaient justement que la RDC était victime d'une agression de la part du Rwanda. Et vous avez suivi le chef de l'État s'adresser devant la tribune des Nations Unies. Là, il mentionnait justement l'agression du Rwanda, que le Rwanda opère sur la République démocratique du Congo. Donc, ce sont des résultats concrets qui viennent notamment de ce qui a été décidé au niveau de Luanda.
Professeur Serge Tshibangou, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission pour parler de ce processus de Nairobi et du rétablissement de la paix dans la partie orientale de la RDC, parce que la population est quand même fatiguée des atrocités qu'elle vit tous les jours dans cette partie du pays. Encore une fois, merci d'être venu. Je vous remercie, madame. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Guy Maté de la Madimba qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Polydor Basunga. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix. Radio Okapi, le souffle du Congo.